Mmh. Eh bien, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être ici, chère Sarah. Je sais que c'est tellement plus facile pour vous de travailler, d'être à fond dans la photographie, dans l'art, d'aider les autres, que d'entendre parler de vous et d'être honoré. C'est pas du tout votre truc. Il va falloir faire un effort, ce sera qu'un mauvais moment à passer. D'abord, vous me permettrez d'avoir, je crois, comme nous tous aujourd'hui, comme nous toutes, comme nous tous, une pensée pour Sébastien Haut, qui se faisait une telle joie de vous recevoir ce soir. Il nous en avait parlé, il était heureux comme tout, il vous admirait énormément, et puis c'était cet homme de lumière qui, toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de le connaître, de le côtoyer, nous bien sûr de le côtoyer souvent dans l'académie, de voir à quel point il était flamboyant, humble et flamboyant en même temps, ce mélange extraordinaire, et qui fait que on se bagarrait toujours, car je lui expliquais qu'il était un très grand artiste. Il me disait non, je suis simplement un témoin qui prend du temps. Le témoin avait un œil. Alors aujourd'hui, évidemment, on dirait que j'ai proposé à mes confrères de l'académie, aux confrères et consorts, que nous ayons des prix propres à l'Académie des Beaux-Arts qui ne dépendent pas de la volonté d'un mécène, on est très heureux de les avoir, mais de nos propres fonds, et que ces prix en plus c'est une coloration spéciale, c'est que ce soit une sorte de prix de mécénat, c'est-à-dire que l'artiste que nous honorons va en fait partager la somme qui est attribuée en son nom entre trois jeunes artistes, jeunes ou moins jeunes, qu'il a envie d'aider. Et on dirait vraiment que ce concept, il a été fait pour Sarah Moon. On dirait vraiment qu'il a été fait pour vous parce que c'est ce que vous avez fait toute votre vie, vous avez aidé les autres. Alors, vous voyez, on a déjà, c'est le 7e prix que nous attribuons comme ça. On a eu Robert Carlson, le grand metteur en scène d'opéra, Agnès Jaoui, Germaine Acogny, bien sûr, Georges Apergis, compositeur de tous les opéras, Gérard Trancandi, le peintre, Willem, le dessinateur, et aujourd'hui, Sarah. Alors, je veux vous dire le bonheur que nous avons à vous recevoir ici. Le plaisir déjà évident chez tout le monde. On va voir aussi des choses de votre travail. On va vous entendre. Et sachez bien une chose, il n'y a ici que de l'amitié et du bonheur d'être ensemble. Merci d'être ici. Alors Sarah, c'est à moi de prendre la relève. Je sais qu'ici tout le monde te connaît, ce qui est formidable, mais je vais quand même leur expliquer certaines choses qui sont des textes de toi, de Bob et d'une amie à toi qui est ici, je crois d'ailleurs, et dont je vais lire le texte. Pour ceux tout le monde connaît Sarah, j'imagine, ou presque. Ce que je vais faire est peut-être inutile, mais je ne crois pas. D'abord, il y aura une interrogation écrite dans une semaine sur qui est Sarah, ce qu'elle a fait, etc., etc. Ça, j'y tiens. C'est Anne Morel qui a écrit le texte. Je sais qu'elle est ici. Je la remercie et je la salue. Voilà. Bonjour Anne Morel. Vous avez écrit, Anne Morel, sur Sarah, photographe depuis 1970 et réalisatrice depuis 1978, Sarah Moon, née en 1941, déjoue les conventions et détourne les codes pour construire une œuvre d'une irréductible singularité. Le champ de sa création s'élargit sans cesse, de l'image fixe à l'image animée, de la photographie de mode et du film publicitaire à la recherche personnelle, à partir de 1980 et de 1985, je crois, sans que rien jamais ne soit abandonné. C'est la continuité d'un travail mené avec audace et patience, persévérance et invention qui retient l'attention. Elle, cette continuité, n'est ni calculée, ni préméditée, mais le résultat d'une nécessité intérieure, celle d'exprimer l'écho du monde au plus profond de soi. Dès ses débuts, dans la mode et la publicité, Sarah Moon a travaillé à faire d'une photographie une fiction d'une seconde. Chacune de ces images,
dont elle retarde patiemment l'arrivée par un travail de composition, est une histoire qu'elle ne raconte pas, mais qu'elle suggère en la contenant dans le suspense d'un geste ou l'énigme d'un regard. C'est tout un monde possible, non advenu, qu'elle a su apercevoir et qu'elle nous fait entrevoir. Sarah Moon explore l'envers des évidences et augmente le monde réel des mondes possibles, en studio ou dehors avec un appareil photo réflexe, un polaroid ou une caméra, dans un long ou dans un court métrage. Mississippi One, en 1991, ou bien ses adaptations sans féerie des contes de Perrault et d'Andersen, je cite, Le Petit Chaperon Rouge, Circus, Les Frais, Le Fil Rouge, La Sirène d'Oderville, Le Petit Chaperon Noir, celui-là. En couleur ou en noir et blanc, elle poursuit des traces enfouies dans sa mémoire. Elle guette la coïncidence entre les images nées au-dedans et les choses au-dehors. Le film ou la photographie réalisée lui révèle et nous découvre la richesse d'une vie intérieure, hantée, greffée sur les émotions de l'enfance retrouvées à volonté. Et là, c'est un mot de Baudelaire que vous aviez signifié. Non pas une enfance particulière, celle de la biographie, mais l'état où la vertu d'enfance, l'émerveillement et l'effroi produits par le contact abrupt avec le monde, avant, et là je l'ai souligné, que l'œil et le cœur ne soient prisonniers des conventions et usés par l'habitude. Une renommée internationale, de multiples récompenses et, à l'origine d'une photographie ou d'un film, toujours la même nécessité, la même attention portée à cette part de l'intime qui plonge au cœur de l'expérience vécue. Et là, je sais combien c'est important pour toi, ça. À intervalles réguliers, Sarah Moon a publié d'abord, avec Robert Delpire, son mari, c'est vous qui avez écrit ça, son mari, je ne sais pas, des livres qui sont comme autant de scansions dans un mouvement de création continuée. Elle y rassemble celles de ces images passées qui la relancent. Je cite, « Vraisemblant », c'est le titre, en 1991, Sarah Moon, dans la collection Photopoche en 1999, je l'ai d'ailleurs sur moi, voilà. Coïncidence, un mot important, en 2001, 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est un titre. En 2008, Alchimie, en 2013, From One Season to Another, est paru en 2018. Et, en 2016, Now and Then, qui revient, ce livre, sur l'ensemble de ton œuvre filmique. Et je finis par ce mot que vous avez écrit, pour celles qui ne séparent pas travailler de vivre, la photographie. Je répète, pour celles qui ne séparent pas travailler de vivre. La photographie et le film sont une façon de lutter pied à pied avec le temps, ce voleur. En fait, j'ai un deuxième texte que j'ai trouvé récemment, d'ailleurs, il est là. Je suis trop feignant pour en avoir écrit, mais ces textes sont quand même très bien faits. Et il y en a un que toi tu as écrit, dont j'ai extrait des extraits. Et tu dis, dans le préambule aux photopoches que tu avais consacré Bob Delpire, ton compagnon, voici les extraits que j'ai retenus. « Je me souviens d'une nuit, dis-tu, où la neige était tombée. Au matin, au réveil, j'ai fait ce que je n'avais jamais fait, poussé par je ne sais quelle nécessité. J'ai photographié les hortensias du jardin, ensevelies. Sur le positif, rectangle blanc, il n'y avait plus que des traces et des signes. Ce n'était plus moi, mais la vie qui racontait son histoire, d'une pression de l'index sur le déclencheur, dans un clin d'œil et dans une fraction de seconde, cette vie, je la faisais mienne.
C'est alors que tout a commencé. J'ai photographié pour moi, alors qu'avant, il me fallait être demandé pour oser photographier. Si on va au bal, il faut danser, tu dis. Là, le bal était dehors, le bal était ailleurs. Il était partout où je le voulais. C'est moi qui m'invitais à danser, à photographier, et vive la liberté. Vive la liberté, je suivais son rythme avec ou sans musique et pour le plaisir. Le plaisir du regard avant même celui de la photographie. L'un pouvait vivre sans l'autre et, de toute façon, j'ai toujours su que je n'avais rien vu si je n'avais pas vu au-delà des apparences. J'ai toujours su, dis-tu, qu'il me fallait fermer les yeux avant de les ouvrir et que mon œil, en choisissant, n'était plus du tout à fait le mien, qu'il n'avait pas son âge, qu'il voyait, et là je l'ai mis en très gros, pour la première fois. Alors après toi, Sarah, voici maintenant un extrait de la postface que Bob Delpire a écrit à ton sujet pour le même photopoche, le numéro 76, de la formidable collection à la couverture noire dont Bob a été le créateur en 1982. Je sais que tu tenais à évoquer Bob, ça. Eh bien, je m'y mets aussi. À l'évidence, de toute façon, Bob, lui, savait de quoi il parlait en te concernant, vous concernant. Vous avez été ensemble durant 48 années. Cette œuvre-là, dit-il, Bob, je la connais. Je l'ai vue se faire. J'ai vu les toutes premières photos qui disaient le charme de la découverte, l'émerveillement devant la magie du procédé. Tout est possible, ou presque. Oui, cette œuvre-là, dit-il plus loin, je l'ai vue se faire. J'ai vu la naïveté se transformer en savoir-faire, s'affirmer, se diversifier, mûrir sans jamais chasser l'inquiétude. J'ai vu, dit-il, s'épanouir une carrière sans équivoque ni faux semblant. Mais au moment de la reconnaissance, à l'instant des diplômes, des médailles et des trophées de toutes sortes, elle prend soudain conscience qu'elle n'est pas tenue de refaire le monde, à façon et à sa façon, qu'elle peut regarder son jardin sous la neige, qu'elle peut ouvrir la porte du studio et voir sans inventer. Naissent alors des images qu'on n'attendait pas, elle qui a tant joué sur l'évanescence des formes et sur l'incertitude des lignes, sur le vacillement du temps et des lumières. Elle prend plaisir à forcer le trait, à marquer des contours, à saturer les couleurs. Mais il y aura toujours dans ces photographies, dit Bob, une délicatesse qui n'est qu'à elle. Il n'y aura ni mièvrerie, ni complaisance dans ce regard qu'elle pose sur les femmes. Et elle sera toujours éblouie qu'un oiseau vienne du fond des mers et jusqu'à la fente des temps, regarder son œil bleu et lui montrer ses plumes. Robert Delpire, 1982. Moi, j'ai rien à dire. Sarah, je vous embrasse tous les deux et je t'embrasse, sincèrement. Maintenant, je vais inviter Dominique Isserman. Ah, vous savez, on bredouille un peu le protocole. Voilà, rappelez que c'est une sculpture de Jean Anguera, auteur, académicien. Merci, Jean. Mais bien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Texte. Oui. J'ai un petit texte. On improvise. On improvise, oui. La mise en scène est un peu lâche, mais enfin bon. C'est de bon cœur. Voilà ce que j'ai écrit un petit texte en regardant les photos de Sarah, en pensant à elle plutôt. Les photos de Sarah Moon découpent leur espace, leur perspective,
dans l'épaisseur des murs où elles sont accrochées. Par ces fenêtres, entrent et sortent rêves et cauchemars, des morceaux du monde, des apparitions, des disparitions, encadrés comme des ex-voto, un chemin de croix sans Dieu d'y mettre, une constellation tracée sur la terre, une féminité inouïe, immense. Femme qui sort vivante de la morsure du baiser de l'ogre, fleurs qui vivent bien longtemps après leur mort technique, après la cueillette, forêts qui frémissent en transparence au pied des hautes cheminées, oiseaux qui planent entre les lassos resserrés des lignes électriques. Le chaperon rouge danse avec le loup. La menace plane, les pavés résonnent, l'enfant s'échappe, un cri s'échappe. L'innocence, la beauté se faufilent le long des murs de briques dans des perspectives inhospitalières. Le manège redémarre, les robes s'écartent du corps, les têtes se renversent, les rires retrouvent leur grelot. La joie pointe son nez, la sirène retourne à l'eau pour y dormir, les chats s'enroulent dans l'aube qui blanchit calmement. Le décor se vide, on ne distingue presque plus rien. Les talons cliquettent vers la sortie du parc. Sarah est seule dans le cadre évacué. L'index levé, elle suspend le temps. Les chiens et les loups se croisent sans un regard. La lune attend pour changer de quartier. L'index de Sarah appuie sur le déclencheur et le monde ne sera plus jamais le même. Ben merci. Non, c'est vraiment... Merci pour vos discours. Vous avez... Merci Jean. Merci Anne, par procuration. C'était la voix de Jean. J'entendais aussi la tienne. Merci Jean d'avoir évoqué Bob. C'est vrai qu'aujourd'hui il me manque, et je me demande ce qu'il pense. Je pense qu'il doit sourire. C'est vrai que j'ai vécu avec lui 48 ans. C'est mon compagnon de vie, pour le meilleur et pour le pire, et c'est tout dire. J'avais écrit, je ne voulais pas lire quoi que ce soit et ne laisser que l'émotion du moment dicter ma réaction. Mais quand même, j'ai du mal à dire moi je, dans la fureur et le chaos de l'époque. J'ai toujours du mal à dire moi je, mais là un peu plus. Et pourtant aujourd'hui, vraiment je suis honorée, ravie et émue. Et il a la particularité, ce prix, de m'être remis pour aussi vous soutenir. 3 photographes que j'aime, dont j'aime le travail, et c'est une joie. C'est une joie comme je partage ce moment avec vous. Oui, vraiment, c'est formidable que vous soyez tous là, mes amis. Merci à mon équipe de longue date, je ne sais pas où vous êtes, je ne peux pas vous regarder. Mais enfin, merci, vous savez qui vous êtes. Merci à mes collaboratrices et collaborateurs. Merci Patrick Toussaint qui n'est pas là, qui est dans sa montagne. Merci mes compagnons de route. Merci Corinne Sarru. Merci Cacharel, vous qui étiez là au début de tout. Merci Peter Knapp, je ne sais pas si tu es là, mais ça fait rien. Merci
Merci parce que toi aussi, tu étais là au début de tout. Merci. Merci, oui, parce que je saute des lignes. Merci. Merci à tous ceux et à toutes celles. Ah oui, si, ça c'est important. Merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont inspiré. Beaucoup qui ne sont pas là non plus. Beaucoup qui sont là. Heureusement que je lis, hein. Oui, c'est ça. Merci à toi, Sylvie, vraiment. Merci de m'accompagner aujourd'hui pour ce jeu de rôle dont tu vas mener le bal. Et merci à vous tous, que je connais ou que je ne connais pas. Merci Sonia. Je n'ai pas mis là. Ça ne marche pas? Ça marche? Merci à Merci Sonia. Merci à Sonia Wider-Atherton d'avoir fait cette improvisation comme ça. Ce n'est pas une improvisation. Ah, c'est pas une vraie improvisation, mais c'était une improvisation dans le sens où elle n'était pas prévue, elle est arrivée comme ça au débeauté. C'était un cadeau. C'était un cadeau qui nous est arrivé aujourd'hui. C'est une de nos plus grandes violoncellistes. Non, que vous disiez ça, parce que pour moi, c'est vraiment
Je suis contente que vous disiez ça. Alors, Sarah, c'est à nous maintenant. Je vais te tutoyer, hein, on se connaît depuis longtemps. On va pas se vouvoyer, ça serait artificiel. Là. Oui, il faut approcher le micro. Merci de me le rappeler. Je suis pas tellement habituée à ce genre d'exercice. Donc d'abord te dire à quel point je suis heureuse, vraiment, que ce soit toi qui sois honorée par ce grand prix. Toi, Sarah, parce que, et tout le monde le sait, à quel point tu es généreuse, à quel point tu es attentive aux autres. Tu soutiens énormément les photographes, et notamment grâce à la fondation 9-5 que tu as créée en 2022 avec Michel Christolome. Je ne sais pas s'il est là. S'il est là, on le salue. Ah, voilà Michel. Donc avec Michel, vous avez créé cette fondation, ce fonds de dotation qui donc récompense un photographe et lui permet de faire un livre, faire une exposition. Et en alternance, il y a le prix de photographie sociale aussi que vous avez créé avec le fonds de dotation 9-5. Donc vraiment, c'était toi. Et je peux t'assurer que quand on a cité ton nom, dans la section de photographie, les académiciens et les membres, tous, ont dit vraiment, mais quelle bonne idée. Voilà. Donc ça, je tenais à te le dire en préambule. Merci. Tu as voulu commencer cette conversation par la projection d'un petit film qui fait 3 minutes et qui s'intitule Demain. Et les photographes de demain, ils sont là, tous les 3. Tu les as choisis et j'aimerais bien que tu nous les présentes rapidement avant de commencer et avant qu'on projette le film. Oui, peut-être, d'accord. Non, je voulais vous présenter après que vous ayez vu le film, mais c'est aussi bien comme ça. Parce que, en fait, il y a l'histoire du temps dans le film, mais je peux vous le dire tout de suite, je vous ai choisi parce que vous répondez exactement à ce qu'a dit Henri Cartier-Bresson, mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. Je pense que c'est dans cet ordre-là. Je vous ai choisi aussi parce que vous travaillez en argentique et que vous connaissez le mystère de la chambre noire et que c'est une chance. Et je vous ai choisi surtout parce que j'adore votre travail. Donc il y a Sarah Imloul, Damien Dauphren et Antoine Le Charny. Et nous les ferons intervenir en fin de discussion. Quelle différence tu fais entre le travail appliqué, le travail de mode, et ton travail personnel? Parce qu'on a l'impression que les frontières sont assez poreuses quand même. Oui, parce que ça, c'est une commande, c'est une opportunité extraordinaire que quelqu'un vous téléphone et te dise qu'est-ce que tu... bon, voilà le sujet. Il s'adresse à des commissaires, il s'adresse à d'autres photographes et tu en fais ce que tu veux. Tu avais carte blanche. C'est carte blanche, ce genre de choses-là. Mais quelquefois, c'est, par exemple, pour la mode, c'est pas carte blanche, mais c'est aussi une opportunité. C'est une manifestation de confiance. Et ça, c'est toujours réconfortant. Et puis, à l'intérieur du fait que la mode m'intéresse, enfin que j'aime la mode, que ça m'a toujours intéressé, je travaille aussi avec des complices, avec une équipe. Et c'est une... Oui, c'est différent du travail complètement solitaire, de la balade ou tu vois, d'autres choses, mais ça, c'est une chance. C'est une chance parce que c'est aussi une façon de continuer de chercher à l'intérieur d'un cadre. Oui, et c'est vrai que tu es quelqu'un qui cherche beaucoup, qui doute beaucoup aussi. Oui, on a beaucoup parlé du doute quand on a préparé cette conversation et ça m'a frappé chez toi, cette inquiétude. Mais c'est toujours inquiétant et c'est toujours inquiétant pour cette histoire de temps. C'est-à-dire que tu as un temps, quand dans la commande, tu as un temps limité pour réussir ou rater. Parce que tu dois fournir. Des fois, tu dis que c'est bien aussi de rater. Ah ben oui, c'est bien de rater parce que tu as raté encore. Hein, c'est ça, et rater encore mieux. Rater encore mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que tu
tu essayes de pas trop rater, ou ce que tu rates, tu dois le montrer. Alors que dans le travail personnel, c'est toute la différence finalement entre l'artiste et l'artisan. Et pour moi, la photo de mode, c'est vraiment un artisanat. Tu connais ton... Enfin, je vais te dire ce que oui, tu avais une jolie phrase de Soulage. Oui. Parce que ça serait trop... Mais bon, je ne sais pas où j'ai mis la carte. Ça fait rien. C'est Soulage qui dit une chose qui est... J'espère que je ne change pas ces mots. Il dit que la différence entre l'artiste et l'artisan, c'est que l'artisan connaît son chemin et connaît son but et il y arrive. L'artiste, il perd son chemin et il ne sait pas quel est le but. Oui, il n'en a pas. Il y a plusieurs versions de cette citation que je ne peux pas vous lire parce que je ne sais pas où je l'ai. Mais c'est ça, c'est juste. Mais c'est l'absence de doute qui est inquiétante. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Ceux qui ne doutent pas sont inquiétants. Ah ben, je ne sais pas comment ils font. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est impossible. Et ben, il n'y a qu'à lire d'ailleurs Giacometti et on voit comme c'était une torture, le travail. Donc, et du coup, c'est pas du travail en plus, c'est un choix. Mais moi, ce qui m'impressionne dans ce travail de commande, ce travail appliqué dans lequel tu dois répondre quand même à un cahier des charges où il y a le vêtement, et puis il y a une femme, et toi, tu as été modèle. Comment tu arrives quand même à y ajouter des ingrédients de ton écriture personnelle qui n'appartiennent qu'à toi, qui font ce côté unique? C'est vraiment une chance d'avoir été mannequin. C'est une chance d'avoir rencontré les mannequins que j'ai connus. Et c'est vraiment le premier rôle. Et c'est une communication vraiment facile parce qu'il y a un échange constant. C'est pas seulement un dialogue à travers la caméra, parce que c'est souvent ça la photo. Oui, c'est-à-dire tu vises et tu as la personne devant toi, mais toi tu communiques avec elle, c'est ça? Exactement, exactement. Et puis nous, on est beaucoup plus backstage que sur la scène, parce que en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est un écho entre les deux, avoir une collaboration. Que ça soit une résonance. Une résonance. Une résonance entre cette personne que tu photographies et toi, et ton monde intérieur. Ça fait comme un miroir un peu, d'une certaine manière. Au départ, c'était probablement un miroir, parce que j'avais leur âge. Maintenant, maintenant, c'est plus vraiment un miroir, mais c'est une connivence extraordinaire, parce que justement, elle participe, et c'est formidable. Merci Suzanne, merci Avril qui est là. Ce sont ces modèles avec lesquels tu as travaillé plus de 20 ans, Suzanne, je crois. j'ai travaillé plus de 20 ans, et Avril, je l'ai connue à 6 ans. Oui, en effet. Mais ce n'était pas seulement des hommes modèles, c'est aussi des complices et des amis, et vraiment des amis. Tout à fait. Et ce qui me fascine aussi chez toi, c'est ce besoin que tu as et que tu ressens dans chaque image. D'ailleurs, tu me disais que tu étais très connu au Japon, très célébré au Japon, parce que les Japonais trouvaient que chacune de tes photographies était un haïku. Et voilà, c'est une histoire à chaque fois. Chaque photographie est une histoire. Oui, mais je me racontais des histoires toujours. En fait, je crois que c'est toujours le cinéma qui m'a attirée. Oui. Et que c'était des histoires, effectivement, d'une seconde qui n'existait pas. C'était de la fiction. J'ai toujours l'impression que c'est la fiction qui m'a aidée. Et dans les photographes que tu as aimé, que tu aimes toujours d'ailleurs, dans les photographes de mode, tu aimes citer Guy Bourdin. Mais parce qu'il servait de la mode comme un tremplin pour son imagination. Il n'était pas du tout dans la convention des photographes de mode. Il y a eu plein de photographes de mode qui étaient très bien, mais lui, oui, je peux pas dire le contraire, et que j'admire, hein, je veux dire. Oui, Liliane Bassman, à qui tu as consacré un film, Irving Penn, oui, enfin, Richard Avedon, on va pas tous les citer. Oui, Liliane et même Diane Arbus, qui a été
photographe de mode au début. Tu as raison. Et qui, du jour au lendemain, a décidé que c'était plus ça qu'elle voulait faire. Et qui a décidé de travailler autrement. Elle a suivi les cours de Lisette Model. Et j'adore son histoire parce qu'il y avait un jour où Lisette Model avait demandé à Diane Arbus de montrer ses photos, et à tout le monde, enfin à tout un groupe, de montrer ses photos. Et le thème, c'était Coney Island. Ah oui. Et elle est arrivée et elle est venue et elle a dit je ne peux pas photographier ce que je veux photographier parce que je veux photographier ce que je veux photographier. I can't photograph what I want to photograph because what I want to photograph is evil. Et c'était vrai. Enfin, quand on connaît son œuvre, c'est vraiment extraordinaire. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais lire un tout petit texte qui est dans le photopoche qui t'est consacré. Comme l'a dit Jean, il y a de très beaux textes en préambule et qui parlent de la mode, mais justement qui montrent à quel point tu es réceptive au hasard. Et tu accueilles les accidents, tu accueilles les hasards, tu les attends, tu les espères, et ils finissent par arriver. Donc je lis, je me permets. Dans les jardins de Bagatelle, ce paon venu d'ailleurs fait la roue derrière moi, tandis que je m'acharne à photographier la robe à pois de Martha. La beauté n'était pas là où je la traquais. Des années durant, je ne l'ai cherchée que dans les studios. C'était mon métier. Je ne la voyais que parée, décorée, maquillée, apprêtée, enrubannée à la mode du jour. Autant de masques, autant de pièges, autant de mailles du filet qu'il me fallait traverser pour l'approcher, pour effleurer l'émotion. Autant d'artifices qu'il me fallait débusquer pour être impressionné, au sens propre comme au figuré. Et voilà, et tu es en train de photographier Martha avec sa robe à pois, et tout à coup, il te reste 2 vues. Mike, ton assistant, je crois, te dit « Regarde, il y a un pan ». Et là, tu t'aperçois que la beauté est là. Et tu es prête à l'accueillir. Mais c'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire. C'est drôle, comme c'est plus facile d'écrire que de raconter, de parler. J'ai rencontré Mike au début, enfin, pas tout à comme je travaillais déjà, mais je l'ai rencontré. Et je veux dire son nom, Mike Yavel. Nous avons travaillé ensemble pendant 15 ans. Il est mort du sida. Et j'ai cru que je pourrais plus travailler après. Et c'est là où j'ai commencé la photo dont tu parles, des hortensias. Elle lui est dédiée d'ailleurs. Il a neigé et tu t'autorises à faire cette photographie? Non, c'était le lendemain. Oui, c'était le lendemain. Et j'ai pu tout d'un coup travailler. C'est là où j'ai commencé le Polaroid. Mais c'était surtout ce sentiment que je ne pouvais pas faire autrement. Il n'y avait rien d'autre à voir. Et là, il y a comme une bascule dans un travail peut-être plus personnel à la mort de Mike. Oui, j'ai continué la mode, mais j'ai commencé à travailler avec le Polaroid, dans la mode aussi, la couleur aussi, mais je me suis tout d'un coup autorisée à photographier, même si on ne me demandait rien. J'ai toujours cru que la commande, c'était... Si on ne m'avait rien demandé, j'aurais jamais rien fait. Je n'étais pas un photographe... J'étais un photographe par accident. Ça t'a donné beaucoup de liberté. Oui, c'est ça. De pouvoir suivre. De pouvoir suivre la balade, tes propres chemins, tes chemins de traverse, c'est comme tu aimes dire. Mes chemins de traverse, c'est-à-dire de faire un détour, c'est-à-dire de voir cette liberté-là. Et ça, je l'ai fait parallèlement et dans la mode et dans les photos pour moi. Mais ça m'a ouvert ce chemin-là. Mais je voudrais poser une question finalement, dans votre travail, dans cette façon, la relation entre la photo pour la mode et puis votre œuvre, c'est pas si loin d'un compositeur qui fait de la musique de film. Un compositeur, au moment où, quand on a à faire une musique de film, on a tout d'un coup des contraintes.
on a des contraintes sonores, d'espace, de durée, de temps qu'on n'a pas quand on écrit sa symphonie ou son poème symphonique. Et il faut rester soi-même. Et il y a et j'ai l'impression de voir un parallèle par rapport à ce que vous expliquez, puisqu'il y a des contraintes qu'il faut savoir sublimer et rester soi-même dans la contrainte. Mais je suis d'accord avec ça. Et c'est pour ça que j'aime vraiment aussi le travail de commande. Ça donne une direction et ça donne des contraintes. J'ai vu que vous avez travaillé avec Benjamin de la Fuente sur ce film, oui. qui est un garçon très doué. Oui, non, mais c'était pas. J'ai eu la chance de pouvoir le contacter. J'aimerais aussi qu'on aborde ton rapport au temps, parce que c'est quelque chose aussi, bon, la photographie évidemment, c'est sa nature d'arrêter le temps. Mais chez toi, c'est très très fort. Et déjà, en 2008, tu répondais dans une interview à la journaliste qui, hélas, n'est pas là, mais qui avait fait cette excellente interview, Magali Geoffrey, qui est une amie commune qu'on aime beaucoup, qui te répondait, justement, elle te demandait qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans la photographie, et ta réponse, c'était justement le rapport au temps. Le rapport au temps, à la perte, à la mémoire et à la mort. Il y a une espèce de course après le temps chez toi. On l'a vu dans Demain. Mais c'est surtout que le temps et la photographie, c'est complètement c'est intrinsèque. Vraiment, il y a pas de... C'est un 125e de seconde, un 8e de seconde, être au bon endroit au bon moment, attendre le hasard. Oui, mais tu peux en parler autant que moi. C'est vraiment, il n'y a pas de photo sans cette notion constante que l'instant va disparaître. Il va disparaître. Pour moi, en même temps, il est quand même un instant retrouvé. Tu ne penses pas? Un paradoxe énorme, oui. Et je veux bien paradoxe énorme. Là, oui, parce qu'on avance très ensemble par rapport à ça. C'est ça l'histoire de l'œil fermé, l'œil ouvert. C'est qu'il y a un œil avec lequel on vise, l'œil droit, mais l'autre, on avance quand même l'œil fermé. Enfin, c'est l'écho. C'est une façon de faire remonter de soi des choses anciennes, très anciennes, qui viennent alimenter, qui viennent épanouir totalement ce que le réel nous apporte. On ne prend pas une photo, on la reçoit. Tu l'as dit tout à l'heure. On reçoit une photo, on la prend pas. Elle vient sur nous parce que ça remonte en nous et parce qu'il y a une reconnaissance formidable devant soi. Mais c'est Henri qui disait, Cartier-Bresson qui disait, on ne prend pas une photo, c'est la photo qui vous prend. On ne peut pas le dire mieux. Mon frère aîné, qui est un grand compositeur, était très ami avec Édouard Bouba. Ah, bah oui. Et donc, ils partaient ensemble. Et je me souviens qu'un jour, il est revenu. Il m'a dit, écoute, c'est incroyable. On est parti, on était 3 heures de forêt. Et je le voyais qui était là. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu attends? Et il lui a répondu, j'attends que la photo se fasse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui, mais c'est ça. Moi, j'appelle ça le hasard. Et je l'espère toujours. Et je dis qu'il faut beaucoup d'espoir pour être photographe. Non, mais c'est ça qui est fabuleux chez toi. C'est que tu produis encore. Encore l'année dernière, tu as photographié les collections de Dior et les collections de Yohji Yamamoto. Et tu es là toujours avec cet émerveillement d'accueillir ce qui va se passer, le petit accident, et tu es là pour le saisir. Et ça, je trouve ça formidable d'avoir encore cette... je veux dire que c'est de l'ingénuité, je ne sais pas comment définir ça, mais c'est tellement fort. Je ne sais pas non plus comment le définir, mais c'est vrai que c'est une joie. Quand tout d'un coup... Bon, mais même au studio, même dans la photo de mode, d'abord, c'est une joie d'être avec une équipe, on rame tous dans le même... Dans la même pas galère, c'est pas mais une galère, dans le même bateau. Et il y a une connivence extraordinaire. C'est comme au cinéma. Je veux dire, les gens, il y a vraiment quelque chose. Et puis, l'émerveillement. Bon, là, c'est l'émerveillement. C'est la beauté de la jeunesse qui est tout à fait fascinante. La beauté d'un geste, la beauté. C'est dans un cadre spécial, c'est une beauté. Dans la balade, ce qui est extraordinaire, c'est que on est déjà dans un état de disponibilité tel que, évidemment, on espère le hasard, mais c'est là où je dis, dans balade, il y a balle, c'est que, de toute façon, d'avoir cette disponibilité, cette liberté, de voir la beauté là où on ne la voit pas,
on ne la cherche pas, surtout quand tu es dans la nature ou quand tu... Et de toute façon, elle est... Ah, pardon. Elle n'est pas toujours évidente. Et c'est justement dans cette attention... Oui, tu dis que c'est cette étrange alchimie entre le désir et le hasard, ce que ton père appelait en anglais. Tu le diras mieux que moi. Vas-y, redis-le. Wishful thinking. Oui. Oui, il disait ça. Il me disait toujours que c'était en fait le fait de tellement vouloir ce qui arrive que ça finit par arriver. Mais ça, c'est pas vrai. Ça finit pas toujours par arriver. Mais quand j'étais enfant, c'est ce qu'il disait. Toi, tu fais partie du wishful thinking. Mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Parce que c'est vrai que déjà, l'attention qu'on porte aux choses, elle disait, Magali, elle disait, est-ce que les photographes sont voyants? Et je Oui, clairvoyants même. Clairvoyant. Et c'est pas ça, c'est que on est disponible, on peut voir, on peut ressentir. Il n'y a pas de... On voulait revenir aussi. Non, on peut recevoir. On peut la recevoir. disponibilité à C'est ce qu'elle dit, recevoir. accueillir. C'est énorme, oui. Mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Parce qu'il y a la vie. Mais à un moment, je ne veux pas me substituer à toi, tu parles dans ton texte à un moment d'effroi. C'est-à-dire la beauté et l'effroi. Parce que la beauté, elle désespère. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Bernard Noël qui le disait dans le premier article que j'ai eu il y a très longtemps. Et ça m'a toujours... Je crois que c'est Valérie qui l'a dit. Je crois qu'ici... C'est Paul Valéry, oui. Cite Paul Valéry, je crois. Oui, mais en fait, c'était lui qui l'avait cité. C'est un des premiers articles qui avait été fait sur moi. Et j'ai compris ce que ça voulait dire. Elle désespère parce que, d'abord, on ne peut jamais l'atteindre, parce qu'on ne la voit pas toujours, qu'elle n'a pas qu'un visage et qu'elle a 1000 formes. Tu vois, donc, la beauté, est-ce qu'on la voit? Et elle est, malheureusement, elle est aussi celle de Baudelaire, dans l'horreur. Tu voulais aborder aussi un petit chapitre rapidement parce que le temps file et voilà et il faut qu'on leur laisse la parole et on est en train de courir, tu vois déjà aussi contre le temps. Ça, c'est toujours contre le temps. Toujours. Quelquefois, c'est votre ami, mais c'est rare. Hein. Oui, c'est rare. C'est toujours une lutte. C'est une vraie lutte. C'est drôle que tu aies parlé du voleur, parce que moi, la première chose que j'ai... Enfin, pas la première chose, mais je m'en souviens parce que c'était écrit. Quand j'avais 17-18 ans, j'avais vu une citation, je ne sais plus de qui disait « Le temps court dans mon dos, écrit au voleur ». Et un jour, c'est Michel, quand on avait regardé, je t'ai dit, je ne sais pas qui l'a dit, tu m'as dit, regarde sur Google, et tout ce que j'ai trouvé, c'était Sarah Moon dans Coïncidence. Tu te cites toi-même, c'est formidable. Et alors, ta rencontre avec la couleur, Sarah, parce qu'on a vu beaucoup de noir et blanc, mais il y a aussi la couleur. Et tu disais à ce sujet, c'est Ilona pardon, qui est une grande amie peintre qui m'interviewait sur la couleur. Et je lui disais qu'en fait, oui, la couleur, quelquefois, elle s'impose. Quand, par exemple, elle s'impose quand je photographie un oiseau jaune, je ne vais pas le photographier en noir et blanc. Ou même quand elle ne s'impose pas, je peux faire avec différents éléments pour... Oui, tu disais, la couleur, c'est un sujet en soi. C'est un sujet en soi et c'est beaucoup plus communicatif que le noir et blanc. C'est plus généreux. Je veux dire, on communique avec plus que quand moi, j'ai l'impression qu'en noir et blanc... Mon intérieur. C'est à l'intérieur. C'est beaucoup plus à l'intérieur. Mais en couleur, il y a aussi une exubérance des couleurs et une fascination de la couleur et une beauté de la couleur. Mais une question, si tu permets, c'est vous avez quand même ce métier, cet art extraordinaire qu'est la photographie,
dont on aurait vraiment pu penser que qu'à haut niveau, elle allait être détruite par la profusion. Moi, il me reste 5 photos avec mon père. J'en ai 30 avec mon fils. Et lui, il en a déjà 20 000 avec ses enfants, probablement. Et donc, dans ce moment où tout le monde peut croire, moi, quand j'écris une symphonie, les gens aiment ou aiment pas, mais personne ne peut se dire, à moins d'être musicien, tiens, moi aussi, je peux écrire la symphonie. C'est pas les 2-3 petits appareils électroniques, ni même la fameuse intelligence artificielle qui changeront ça. Tandis que on aurait pu se dire, mais tout le monde va s'illusionner, photographe, tout le monde va s'imaginer qu'il est devant la profusion. Et au milieu de tout ça, votre art, il est resté plus fort que jamais. Et comment la vérité, tout d'un coup, s'impose. Comment vous expliquez ça? Mais moi, je crois que de toute façon, la réalité, on la voit tout le temps. On la voit à la télévision, on la voit dans la vie. Et que il y a une transposition nécessaire pour l'expression. Il n'y a pas le choix. Si c'est que ce qu'on voit, ça ne sert à rien. Et c'est ça la difficulté. Pour moi, c'est ça la difficulté. Mais bon, l'IA va faire tout ça. Et même déjà, il y a des photographes valables en IA parce qu'ils ont des outils. Enfin, moi, je sais pas ça qui me touche. Mais voilà, ça va exister. Alors, Sarah, une autre Sarah Imloul, donc 39 ans, photographe plasticienne. Tu démarres en 2008. Ta première série s'intitule Le Cirque Noir. C'est une série en calotype, hein, c'est un procédé du 19e. Et ce qui te caractérise, on peut dire, c'est tes recherches au laboratoire. Donc tu aimes créer des images mystérieuses et oniriques. Puis ensuite, tu fais une série plus introspective, autofictionnelle, qui va donner lieu à ton premier livre en 2014 aux éditions Filigrane. Je crois que Patrick Lebescon est par là, il est en train de filmer là-bas. Et ton premier livre qui s'appelle, alors je vais mal le prononcer, c'est sûr. Das Schloss, le château, oui. Que tu fais avec et sur ta famille. Et c'est les images, enfin en partie les images que tu vas nous projeter. Alors, bonsoir. Mais déjà, je voudrais remercier Sarah pour cet honneur immense. C'est comme un rêve éveillé un peu. Et voilà, je suis un peu émue. Et c'est normal. Voilà. Pardon? Tu fais partie des belles rencontres. Elle fait partie des belles rencontres. Mais si... Comment vous êtes rencontrés, justement? Comment vous êtes rencontrés? Moi, je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans. J'ai rencontré son travail, en fait. Et que je regardais et qui me fascinait et je trouvais ça tellement mystérieux et je comprenais pas du tout ce que je voyais, en fait. Et c'est vraiment... ça fait partie des images qui m'ont vraiment aspirée vers la photographie et vers ce monde de mystère, de manipulation, de magie, de lumière, Et si on parlait de ton travail maintenant? Semblant. Si tu nous j'arrête. Parce qu'on va plus avoir le temps. Merci Sarah. Désolée de faire. Oui, bien sûr. Le maître du temps. Là, je suis le maître du temps, Sarah. Alors, je dois surtout faire. On veut bien voir tes photographies, Sarah. Voilà. Je présente les images ou je parle. Tu peux parler de ta démarche tout en faisant défiler les images. Je pense que c'est le mieux. Donc voilà, j'ai commencé la photographie à cette époque-là, je pense, vers 14 ans. Mais comment je fais pour avancer? Mais c'est vraiment à l'école que j'ai appris cette technique du calotype, qui est en fait une technique du 19e qui consiste à faire de la photographie sur du papier. Donc du papier photosensible. Donc c'est très peu sensible.
c'est 3 ISO de sensibilité. Donc, c'est des temps de pause qui sont extrêmement longs et qui moi, me renvoyaient au monde du théâtre mais aussi de la peinture, de par la lenteur, l'installation. C'est un peu tout le contraire de l'instant décisif. Et ensuite, ce négatif papier m'intéresse. Enfin, je ne fais que ça. Je fais encore que ça. Ce négatif papier m'intéresse parce que je peux intervenir dessus, je peux dessiner, je peux gommer des choses avec des produits chimiques, je peux rajouter des éléments, faire du collage. Il y a quelque chose de l'ordre de l'arte povera dans la chambre noire qui me plaît beaucoup parce que c'est pas fragile, parce que on peut rincer, on peut frotter, on peut recommencer, on peut gommer, on peut voilà. Donc cette partie technique-là m'intéresse beaucoup et je la mêle à une recherche qui est une recherche, oui, comme vous l'avez dit, autobiographique, autour de la famille, autour de l'autofiction, du souvenir, et de mélanger, voilà, c'est les frontières de ce qu'on voit, ce qu'on imagine, ce qui existe vraiment, ce que j'ai rajouté. Voilà. Très bien. Écoute, tu réussis vraiment. Bravo. C'est bien qu'on compte. Damien, maintenant, Damien Dauphren, 46 ans. Tu étudies la photographie, le dessin et la gravure à l'école Boulle, à la School of Visual Arts de New York et à l'École nationale des arts décoratifs, d'où tu sors diplômé en 2004. À partir de là, tu commences à exposer et surtout, tu vas faire une très belle rencontre. N'est-ce pas, Damien ? Bonsoir. Avant tout, je voudrais évidemment remercier Sarah. C'est un immense honneur d'être ici. C'est aussi une responsabilité. Je pense qu'on a beaucoup de chance, on se le dit tous les trois. Voilà, merci. Et effectivement, ce qui me concerne, je ne serais pas ici si en 2003, j'avais pas reçu une lettre de Bob, d'Elpire, en réponse à un petit paquet que j'ai osé lui déposer, qui contenait 17 photos que j'avais fait de façon... aujourd'hui, j'oserais jamais faire ça, mais j'ai essayé de faire un petit essai sur Ulysse de Joyce. Et il m'a répondu et il m'a invité à venir le voir dans son bureau. Peut-être je vais mettre les photos. Ce ne sont pas ces photos-là, mais ça a été le début pour moi de l'écriture de ce qui est devenu un livre. Et ça a été des rencontres presque triannuelles, rue de l'Abbaye. Là où il avait ses bureaux. Voilà, chez Idéodis. C'est à ce moment-là, un peu plus tard, que j'ai rencontré Sarah aussi. Et Bob m'a demandé ce que j'entendais avec ces photos. À l'époque, je partais, dès que j'avais les moyens de prendre un billet d'avion, en général, je prenais un aller simple, et je rentrais en essayant de dérouler des histoires de labyrinthe qui s'appuyaient sur des livres, souvent, parfois qui étaient parallèles à des commandes, et puis de temps en temps qui étaient seulement des grandes marches ou des fuites. C'était une période qui s'est étirée sur une dizaine d'années, pendant lesquelles j'ai essayé de construire comme ça une sorte de récit de toutes ces histoires de labyrinthe. Et Bob, à chaque fois, me disait on va faire un livre. Et puis le livre s'est pas fait avec lui, il s'est fait un peu plus tard. Et c'est autour de ce livre qu'on a choisi avec Sarah la séquence que je vous fais défiler. Donc ça a été un mouvement comme ça d'aller-retour. Et puis
jusqu'à ce que ces allers-retours et ces recherches comme ça entre Paris, Berlin, où je vis depuis, et tous les endroits que par chance ou par hasard j'ai été voir, se sont arrêtés un jour. Il y a cet enfant qui m'a dit qu'il fallait que maintenant je reste pour s'occuper d'elle, qui avait 3 ans à l'époque où je l'ai connue. Et le travail a beaucoup changé, c'est-à-dire que je lui ai suivi ses pas et j'ai vu aussi ce qui était autour de moi de manière très différente. Et le labyrinthe s'est construit d'une autre manière, en essayant d'être le plus juste possible. Voilà, c'est ce que raconte ce livre, de toutes ces histoires, de chacune de ces photos, qui s'est déroulée sur une vingtaine d'années. Comment s'intitule le livre? Le livre s'appelle Undertow en anglais. Undertow, c'est le courant qui est sous les vagues et qui tire vers le large. Donc il est question de croisement, de différents mouvements, de cycles, d'aller-retour, de repasser sans ses pas. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est de rater, de refaire le geste en permanence. Et ça s'accompagne pour moi d'une autre discipline et d'un autre geste qui est celui que je pratique à l'atelier, qui est le dessin, qui est pour moi, je dois dire, la base de tout, même avant tout. Donc voilà, j'ai mis une page de ce livre, donc on a les deux ensemble. C'est formidable comme ça se mêle parfaitement, que ce soit tes fusains ou tes photographies, c'est vraiment très cohérent. Que ce soit la chambre noire ou l'atelier, c'est la même chose, il s'agit de la même chose. Et puis voilà, maintenant je fais aussi des films. Ça, c'est une capture d'un film. Voilà. Et tout ça se mélange et voilà, c'est là que je suis aujourd'hui. Voilà. Merci. Bravo. Alors Antoine, le Benjamin de la bande, il a eu 30 ans cette année. Extraordinaire, non? On se connaît depuis longtemps avec Antoine, puisque en fait, quand j'ai été conseillère artistique du prix HSBC, j'avais repéré son travail autour d'un chagrin d'amour parmi les 600 dossiers, et tu as été finaliste de ce prix. Et puis ensuite, il y a eu Planche Contact, où tu as été... Laura Serrani est par là, je crois. On va lui rendre hommage à Laura, puisqu'elle a... On peut l'applaudir. Laura Serrani, directrice artistique du festival Planche Contact, qui a repéré avec le jury le travail d'Antoine. Et alors Antoine est également un artiste protéiforme, je ne sais pas, pluridisciplinaire, puisque tu es à la fois sculpteur, tu fais du design, tu fais... des films aussi, tu fais de la photo, enfin, tu fais 1000 choses en fait. Tu travailles à l'atelier et puis et tu joues au foot aussi. Mais bon, ça c'est entre nous. Ça sera une discussion footballistique avec Antoine. Mais donc tu vas nous montrer, je crois, un travail assez particulier. C'est quelque chose de plus grave, j'ai envie de dire, comme si tout à coup tu atteignais l'âge de maturité. Hein. je te taquine. Et là, raconte-nous un peu ce que tu vas nous montrer. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sarah, pour ta confiance. Et, je suis très touché aussi d'être aux côtés de Damien et de Sarah, que j'aime beaucoup et dont la pratique que je connais depuis quelques années me touche énormément également. Merci aussi, Laura. Oui, tu as raison, Sylvie. Je pense pas avoir atteint quelque âge de raison que ce soit, mais la photographie, à la fois pour ce qu'elle me permet d'exprimer plastiquement, la fascination pour les formes, mais aussi pour
le fond et pour des sujets qui me tiennent à cœur. Et là, depuis longtemps, il y a d'abord eu le dessin aussi, comme Céleste à côté de moi, où d'abord j'aimais les photographies et dessins, où la photographie était en fait la possibilité d'interpréter, d'effacer, de recréer des situations, personnes que je saisissais, en fait que je photographiais ailleurs que là où ils étaient, en leur créant une ombre, ou parfois des camarades de pèlerinage ou de procession. Et en fait, à chaque fois, j'ai eu le sentiment que l'image en tant que telle était peut-être dangereuse ou ne me suffisait pas. J'ai à peu près au même moment que cette série-là, je suis parti en Roumanie photographier des familles roms parce que j'avais la volonté d'être perméable grâce à la photographie pour et à ces possibilités de pouvoir prendre position dans un monde qui interroge, qui inquiète, qui fait souffrir parfois. Et le dernier travail photographique que j'ai réalisé est consacré aux exterminations des Juifs en dehors des camps, qui représentent à peu près la moitié des victimes de la Shoah, un sujet dont j'ai rarement entendu parler malheureusement à l'école et plus tard en dehors de l'école. Et je me suis demandé comment photographier aujourd'hui ce qui s'est passé il y a plusieurs années, dizaines d'années. Et donc je me suis rendu sur des lieux où finalement la banalité des paysages dit la mémoire à l'œuvre. Et j'ai voulu non pas apporter des preuves de quoi que ce soit, je suis ni historien ni photojournaliste, mais essayer de photographier ce que j'y voyais, d'assumer une forme de subjectivité un peu à l'encontre d'une norme d'objectivité à laquelle on est parfois soumis et qui est en fait un leurre, qui est en fait finalement le sens de la pensée unique ou de l'absence de pensée du fascisme. Et donc la photographie me permet indirectement de lutter contre ça. Et j'ai photographié des lieux précis où ont été massacrées des personnes. Et aujourd'hui, je me demandais comment on pouvait continuer à vivre dans ces endroits-là, comment on pouvait continuer de côtoyer en fait des gens qui ont été témoins, qui ont parfois collaboré, parce que dans ces pays-là, la reconnaissance de la collaboration, de la participation au génocide n'a pas toujours été faite, qui est un travail de mémorialisation indispensable. J'ai souvent retrouvé des paysages dont on avait effacé les traces, ou alors des mémoriaux, mais qui étaient cachés au fond des bois, recouverts progressivement et par les traces humaines et par la nature. Et en parallèle de ce travail-là, j'ai souhaité aussi me positionner. On ne verra pas les images, on verra les images uniquement prises en Ukraine, en Pologne, en Moldavie, en Slovaquie, dans les pays baltes, tous les endroits concernés, parce qu'hélas, il ne s'agit pas d'un pays d'extermination, mais d'un continent d'extermination. Et aujourd'hui, j'ai commencé un travail sur la montée de l'extrême droite en Europe, dans le Brandebourg. J'étais parti photographier il y a quelques semaines les traces visibles, palpables de cette montée-là. Et en fait, il se trouve qu'au même moment, un rassemblement de l'extrême droite, des néo-nazis en France, s'est déroulé à Port-Royal. Et je me disais, je ne peux pas aller photographier les nazis en Allemagne et pas dans la ville où j'habite. Et donc, je m'y suis rendu donc dans une actualité qui fait terriblement écho au travail photographique que j'avais commencé il y a 3-4 ans à l'est de l'Europe et dans les pays baltes. Et pour photographier cette montée-là, et j'étais terrifié parce que je suis passé par le jardin du Luxembourg qui était rempli de centaines de personnes qui bronzaient parce qu'il faisait beau ou qui passaient du bon temps. Et on était 20 à être témoins de ce défilé-là. Alors je me suis senti vulnérable parce que je me suis dit, à Paris, 10 millions d'habitants avec sa périphérie, 20 à être là, à être témoin. Alors bien sûr, je sais qu'il y a l'inquiétude, mais en fait,
l'inquiétude que je comprends complètement, m'inquiète également. Et donc je voulais aller les photographier, braquer contre un appareil photo sans savoir ce que j'allais pouvoir faire de ces images. Et en parallèle, je finis ce travail sur la Shoah qui va donner lieu à un livre dont le lancement s'effectuera au mémorial de la Shoah, lui-même vandalisé il y a quelques jours, sans pour autant oublier qu'un génocide a eu lieu il y a quelques années et qu'il est encore à l'œuvre ailleurs dans le monde. Merci Antoine. Merci, vraiment. Et il est 20h. C'est incroyable comme on a bien tenu notre timing. On était très inquiets. Tu vois, le temps, finalement, on a réussi à le maîtriser. Hein, Sarah. Merci à vous tous. Et bravo aux lauréats. Et on va d'abord évidemment remercier 1000 fois Sarah et puis c'est toujours jeune photographe et artiste devant nous. Et vous rappelez aussi que l'Académie des Beaux-Arts, elle a juste à côté, à la sortie, le pavillon Comtesse de Caen, dans lequel nous avons des expositions, y compris de photos. Et là, prochainement sur la gravure, et c'est des trémois auxquels on va rendre, grand académicien auxquels on va rendre hommage. On ne se programme jamais nous-mêmes, à moins éventuellement de ne plus être là. Ce qui est une façon de... Voilà, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui disent « rien de presse pour ma prochaine exposition ». Et puis que également, nous allons, et là ce sera formidable pour la photo notamment, c'est que nous avons dans la galerie Vivienne, nous ouvrons une nouvelle galerie à partir de septembre, très bel espace d'exposition. Et donc la photo, là, il sera à l'honneur, et c'est un bonheur pour, je dois vous dire, cette fois-là en tant non plus compositeur mais secrétaire perpétuel, que la section de photos, qui malheureusement vient d'être très durement touchée, mais est extrêmement dynamique. Elle a à la fois des membres et des correspondants qui sont tout aussi importants que les membres, qui font que c'est très vivace, et ça rappelle à chaque instant à quel point la photographie est un art dans le meilleur sens du terme. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.